Bonjour, je m'appelle Walid Moulahoum, spécialiste en ressources en eau et systèmes d'information géographique. Dans cette vidéo, je vais vous exposer les différents formats de fichiers souvent utilisés dans les systèmes d'information géographique. Nous allons donc discuter les formats de fichiers courants pour les rasters et les vecteurs et certains formats en ligne. Nous verrons également quelques bases de données spatiales et je focaliserai enfin sur les bonnes pratiques de manipulation des fichiers SIG et sur la manière d'organiser vos données. Depuis le début des SIG, de nombreux formats SIG ont été développés. Ces formats ont été principalement créés par des agences de cartographie gouvernementales ou des développeurs de logiciels SIG. Il existe de nombreux formats pour les données vecteurs et raster. Heureusement, il y a un outil qui s'appelle GEDAL, Geospatial Data Abstraction Library. GEDAL est un outil très important pour convertir les différents formats SIG. Il peut convertir les formats de fichiers raster et vecteurs. Pour les données vecteurs, nous l'appellerons OGR au lieu de l'appeler GEDAL. Il peut également effectuer toutes sortes d'analyses SIG ainsi que les transformations de projection. GEDAL est souvent derrière de nombreux outils de logiciels SIG connus. Il est utilisé non seulement dans QGIS mais aussi dans ArcGIS et dans de nombreux autres outils SIG. Il est même disponible en tant que bibliothèque séparée à utiliser dans d'autres langages de programmation tels que le Python par exemple. Jetons un coup d'œil au format de vecteur courant. Un format très connu mais qui n'est pas le meilleur est le shapefile d'Esri. Le nom shapefile ou fichier de forme suggère qu'il ne s'agit que d'un seul fichier. C'est un peu contradictoire car un shapefile en fait se compose d'au moins 3 fichiers avec l'extension .shp, .shx et .dvf. Le fichier .shp contient la géométrie et donc des entités telles que les points, les lignes et les polygones. Le fichier .shx est un index qui permet d'effectuer des recherches rapides en amont et en aval. On trouve aussi le fichier .dbf qui contient la table d'attributs. Ce fichier, il s'agit en fait du format DBase IV et vous pouvez aussi l'ouvrir dans n'importe quel tableur. Il existe d'autres extensions que vous pouvez voir connectées au shapefile, telles que le fichier .prg par exemple qui contient les informations de projection. Si vous partagez ce fichier, il est très utile de partager également le fichier PRG avec. Il existe aussi d'autres extensions liées au shapefile que nous ne mentionnons pas ici. La règle est donc, en général, lorsque vous copiez un fichier shapefile, il est important de copier tous les fichiers lorsque vous le partagez ou avec une autre personne. Ne copiez donc pas seulement le .shp car il ne fonctionnera pas dans un SIG s'il n'est pas avec les autres extensions. Un autre format est souvent vu est le fichier CSV, donc valeur séparée par des virgules ou bien en anglais comma separated values. Il est également déroutant car il n'utilise pas toujours des virgules comme délimiteurs. En fait, les valeurs peuvent être séparées également avec un point-virgule ou un espace par exemple, pas seulement avec une virgule. Par conséquent, il est conseillé de toujours ouvrir le fichier CSV dans un éditeur de texte pour inspecter le fichier et connaître le délimiteur utilisé. Le fait que le CSV n'utilise pas toujours les virgules comme séparateur a à voir avec les paramètres de langue de votre ordinateur. Dans de nombreuses langues, la virgule par exemple est un séparateur décimal. Donc, pour importer ou exporter ces fichiers dans un SIG ou des tableurs, il est important que vous connaissiez le séparateur utilisé. Dans QGIS, nous pouvons importer ces fichiers en utilisant ajouter une couche à partir du menu principal et puis ajouter le texte délimité. Examinons quelques formats raster courants. Un format courant est le TIFF, Tagged Image Files Format. Cela n'est pas seulement utilisé dans les SIG,
mais pour les images raster en général. Dans les SIG, il y a une extension qui répond à ce critère s'appelant GeoTIFF. Le GeoTIFF permet d'inclure la projection cartographique et toutes sortes d'informations sur les coordonnées. Parfois, vous ne trouvez pas ces informations dans le fichier TIFF, mais elles se retrouvent dans un fichier externe. Il s'agit du fichier dit World, qui comporte l'extension .tfw. Lorsque vous souhaitez partager un fichier GeoTIFF, il est important d'inclure également ce fichier World. Souvent, vous aurez également à travailler avec la grille ASCII ArcInfo. Ce fichier peut être simplement ouvert dans un éditeur de texte. Lorsque vous le faites, vous pouvez lire qu'il a un en-tête. L'en-tête donne le nombre de colonnes, dans ce cas 4, le nombre de lignes, dans ce cas 6, le X du coin inférieur gauche, le Y du coin inférieur gauche, la taille de la cellule, et la valeur des données nulles ou bien no data. Chaque ligne contient les valeurs des pixels. Dans ce cas, nous avons pas de données, 5 et puis 2. Nous pouvons voir sur l'image comment ceci est visualisé. En fait, de nombreux modèles sont mis dans ce format ou lisent ce format. Une meilleure approche pour gérer les couches SIG consiste à les stocker dans des bases de données spatiales. Nous devons faire la distinction entre les bases de données personnelles qui sont des fichiers sur votre disque et les bases des données auxquelles plusieurs personnes et plusieurs utilisateurs peuvent accéder. Ceci est bien sûr une bonne pratique lorsque vous travaillez en équipe. Donc on utilise les bases de données. Dans un département, par exemple, ou dans une autorité gouvernementale qui partage les données au sein de ces départements ou à l'extérieur entre les différents instituts. Et donc, il est très utile d'avoir une base de données commune à laquelle tout le monde peut accéder et utiliser. Les bases de données spatiales ne sont souvent pas limitées aux couches SIG telles que les données raster et vecteurs, mais elles peuvent également contenir d'autres données telles que le style et les métadonnées. Les bases de données spatiales ne diffèrent des bases de données normales que par la manière dont les données spatiales sont traitées. Ces bases de données spatiales utilisent les emprises géométriques pour avoir un moyen optimal de recherche dans l'espace. PostGIS est un exemple de base de données spatiale qui est bien adopté comme open source. Il existe également Oracle Spatial, GeoDatabase S3, SpatialLite et GeoPackage. Les trois dernières sont souvent utilisées comme des bases de données personnelles. Depuis l'issue de QGIS, sa version 3, le GeoPackage est devenu le format par défaut. Il est supérieur au shapefile car nous pouvons facilement l'utiliser pour partager nos données sans nous soucier des fichiers associés. Nous pouvons donc créer de nouveaux packages et nous pouvons écrire dans des GeoPackages existants. Le GeoPackage a une extension .gpkg. Nous pouvons, en plus des couches, stocker également le style dans un GeoPackage, et même le projet d'ailleurs. Il y a un outil dans la boîte à outils de traitement que nous pouvons utiliser pour impacter toutes les couches que nous avons dans un GeoPackage. Cet outil s'appelle évidemment Empaquetage des couches. Sur le web, nous ne partageons pas de fichiers, mais nous nous connectons à des bases de données. Nous devons aussi également afficher les données. Pour cette raison, il existe des services web Open Geo Consortium, OGC. Pour les données, il y a le WMS qui affiche essentiellement une image des données. Il existe le WFS ou bien le Web Feature Service qui contient les données vecteurs réelles, les points, les lignes et les polygones que nous pouvons également modifier. Il existe également le service de couverture web, WCS, qui contient les données raster que nous pouvons utiliser pour éditer les données. Outre ces services, il y en a beaucoup d'autres qui sont liés aux données.
il est important de partager les métadonnées en utilisant les services de catalogue pour le web. Ou pour tout simplement effectuer un traitement en ligne à l'aide des services de traitement web. Très souvent, nous voyons aussi la carte web tuilée, aussi appelée la carte de tuiles raster ou les tuiles XYZ. Ces cartes sont utilisées pour visualiser de manière efficace les cartes en ligne. Les couches sont divisées en plusieurs tuiles différentes alors qu'avec un WMS, il s'agit simplement d'une seule image. Nous pouvons l'utiliser dans QGIS. Depuis le navigateur, nous pouvons ajouter des tuiles XYZ si nous disposons de l'URL, comme dans cet exemple avec le Google Satellite. Nous pouvons également les créer nous-mêmes à partir des données à l'aide d'une extension qui a été développée par Lutra Consulting appelée Tiles XYZ. Ensuite, nous pouvons générer ces tuiles avec différents niveaux de zoom pour rendre son exportation efficace vers les applications de téléphonie mobile. QGIS dispose également d'une extension très utile Quick Map Services. Cette extension nous permet de nous connecter à différents services web prenant en charge les tuiles XYZ. Les différents fichiers de base de données peuvent être convertis de l'un à l'autre. Nous pouvons convertir un fichier raster en un autre en utilisant la fonction convertir. Cette fonction provient de GDAL. Nous pouvons convertir du vecteur en un autre format vectoriel en utilisant l'option enregistrer sous ou exporter dans les nouvelles versions de QGIS. Nous pouvons rastériser un vecteur vers un raster et inversement, nous pouvons polygoniser un raster en un vecteur. Veuillez noter qu'il est important de ne faire cela qu'avec des sources raster discrètes. Car avec un ensemble de données continues où il existe de nombreux gradients différents, de nombreux pixels seront convertis en un polygone à un seul pixel, ce qui est coûteux en termes de calcul et n'est probablement pas très utile. Nous pouvons également ajouter une couche SIG, une couche raster ou vecteur à une géodatabase et vice-versa. Une fois que vous travaillez avec le SIG, il est important d'enregistrer régulièrement votre projet dans un fichier de projet. Cela à l'extension .qgz dans QGIS. Ce fichier contient des liens vers les calques ou bien les couches que vous utilisez dans votre projet. Le style des couches, le niveau de zoom et l'étendue dans laquelle vous vous trouvez ainsi que la reprojection à la volée. Fondamentalement, il enregistre l'état de votre projet à son état final. Comme il ne contient pas les fichiers, mais uniquement les liens vers les fichiers, vous devez alors faire attention. Si vous déplacez les fichiers, les supprimer de votre disque dur ou si vous avez utilisé des fichiers temporaires, vous verrez cette erreur lorsque vous ouvrirez à nouveau le projet. Là, vous devez juste indiquer avec le bouton parcourir le nouvel emplacement du fichier que vous avez déplacé. Sinon, à ce moment-là, il sera perdu. Lorsque vous travaillez avec des fichiers SIG, il est très important d'organiser correctement vos données SIG. Je vais vous indiquer quelques bonnes pratiques. N'enregistrez jamais de données sur le bureau ou dans le dossier Mes documents. Ces répertoires sont des emplacements prédéterminés par Windows et ils sont souvent dans un chemin provenant dans votre ordinateur qui sont liés à votre profil utilisateur qui peut même être un profil roaming. Il vaut mieux l'enregistrer sur une partition dédiée. Lorsque vous achetez un ordinateur, il est conseillé de demander une partition séparée. Vous avez donc le lecteur C où sont stockés vos fichiers de programme et un lecteur D ou un lecteur Z par exemple où vos données sont stockées. Cela aide beaucoup si votre ordinateur plante par exemple. Seul le lecteur C où sont stockés vos programmes sera réinstallé et votre autre partition sera conservée telle qu'elle. Et donc, vous préservez vos données.
Il est important de ne pas utiliser d'espace ou des caractères étranges lorsque vous choisissez le nom des dossiers et des fichiers. Cela s'applique à la fois à ArcGIS et à QGIS, et c'est très important. Pourquoi? Parce que de nombreux outils planteront simplement lorsque ces caractères seront utilisés. Aussi, gardez les noms des fichiers intuitifs. Vous allez évidemment tester de nombreux algorithmes différents, et il est alors préférable d'inclure une indication du nom de l'algorithme dans les essais. Sinon, la prochaine fois que vous travaillerez avec ces fichiers, vous ne vous souviendrez certainement pas de ce que signifiait test 2. Vous devriez savoir aussi où votre navigateur enregistre les fichiers téléchargés. Par défaut, cela va dans un dossier de téléchargement quelque part dans votre ordinateur, mais il serait très préférable d'enregistrer vos fichiers quelque part dans votre dossier de projet. Vous devez savoir que vous pouvez contrôler cela dans tous ces navigateurs en modifiant les paramètres ou les options pour personnaliser l'endroit où les placer. Moi personnellement, j'utilise toujours le paramètre où le navigateur demande où enregistrer le fichier avant de lancer le téléchargement. Souvent, les données sont fournies dans des fichiers zip. Ce sont des fichiers compressés et il est donc très important que vous appreniez à utiliser les fichiers zip. Je peux recommander de ma part d'utiliser l'outil 7-zip qui est open source. Lorsque vous utilisez des fichiers zip, il est toujours bon de vérifier ce qu'il y a dans le fichier. Parce que parfois, il est compressé au niveau du dossier. Et quand celui-ci est décompressé, le dossier entier sera placé sur le disque dur. Dans ce cas, vous allez d'abord créer le sous-dossier, puis l'extraire, sinon vous l'aurez 2 fois. Parfois, il est compressé au niveau du fichier. Et donc, vous devrez donc créer un dossier et décompresser le fichier de ce dossier. Voici quelques exemples de noms de dossiers. Les mauvais sont sur la gauche. Nous voyons un espace dans mes documents. Nous voyons que c'est sur le lecteur C. Et nous voyons qu'un signe moins ou bien tiret est utilisé. La manière correcte est de l'enregistrer sur la partition D par exemple, en utilisant un tiret bas, ou ce qu'on appelle aussi le tiret de 8. Dans le deuxième exemple, nous voyons module, espace, 2B, puis un point dans le nom du dossier. Ce n'est pas non plus conseillé et souvent les outils planteront. Il est donc préférable de remplacer les signes étranges ou les espaces par des tirets bas. Il est important de commencer à réfléchir dès le début à la manière dont vous souhaitez organiser vos données. Parce que si vous enregistrez votre fichier de projet et que vous commencez à déplacer vos fichiers, vous devez gérer ces mauvaises couches. Une chose que vous pouvez faire est de l'organiser de cette façon, où vous mettez un exercice différent dans un dossier différent en utilisant des tirets bas au lieu d'espace.